Yvan Verhoekstraat, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président du mouvement Les Engagés et le premier dossier que vous avez déposé sur la table, c'est celui de l'énergie. Dans vos entretiens avec la presse, vous avez même parlé de non-assistance à personne en danger. Pourquoi ? Non-assistance à personne en danger parce qu'il y a le dossier de l'énergie, mais plus généralement parce qu'on se rend compte, si on regarde les dernières années, qu'on est face à des crises à répétition et que les gens, les citoyens, les Belges sont de plus en plus démunis, impuissants face à ces crises. Crise climatique. On le voit, on l'a vu encore cet été, des feux en Gironde, on l'a vu la sécheresse chez nous. On se rend compte que c'est une réalité dès aujourd'hui. Crise énergétique, évidemment, on voit le prix qui passe de 25 à 300 euros du mégawattheure, ce que les gens ne sont pas du tout capables de faire face à ça. Mais plus fondamentalement encore, une crise sociale aussi. On se rend compte depuis des années que la fracture sociale augmente de manière très très forte. On a 2100 personnes qui ont le même patrimoine que 4,6 milliards de personnes. Et donc tout ça couve aujourd'hui, et fait aussi qu'il y a un sentiment de mal-être qui est de plus en plus grandissant. On sait aujourd'hui qu'il y a plus de gens qui sont en burn-out ou en maladie de longue durée que de chômeurs en Belgique. Et donc je pense que tous ces problèmes-là montrent cette impuissance face à cette mondialisation, ce système de marché qui écrase les gens, où on voit qu'il y a de l'évasion fiscale, toutes les grandes entreprises sont dans des paradis fiscaux, on n'a plus de concurrence complète, on n'arrive plus à défendre un modèle, les plus riches y échappent, et on a fondamentalement tout le lien social qui se casse. La même chose avec les grandes entreprises. On voit on croit que mes enfants me disaient Google, ça c'est des libéraux, ce sont les Américains. Non, Google aujourd'hui est en train, avec cette logique de la finance, de créer des nouveaux monopoles. En fait, il essaye de devenir le plus gros pour pouvoir écraser tous les autres et se faire des rentes qui sont injustifiées. C'est vrai pour les GAFA, c'est vrai aussi dans l'énergie aujourd'hui. On le voit avec Shell ou avec d'autres producteurs d'énergie qui font des surprofits scandaleux en utilisant les dysfonctionnements du système pour se faire de l'argent. Face à toutes ces crises, ces sentiments d'impuissance, de mal-être quelque part qui est dans la société, il est fondamental que l'État joue son rôle de stratège et protège le citoyen et corrige les dysfonctionnements du marché. Sinon, on va droit dans le mur. Et vous évoquez aussi la dépendance aux énergies fossiles, mais est-ce que c'est la clé du problème ? Aujourd'hui, les énergies renouvelables se développent plutôt bien, non ? Je pense que c'est la clé du problème, parce que tout ça est lié quelque part. On a couru depuis des années après la consommation à tout crin, la consommation qu'on a fait, la croissance qu'on a connue, principalement en vidant les stocks de ressources et d'énergie fossiles, qu'on n'a jamais d'ailleurs payées. Aujourd'hui, les stocks sont vides et les Belges sont épuisés. Et ça, c'est fondamentalement la clé du problème. C'est la clé du problème climatique, c'est la clé du problème énergétique et c'est la clé du problème de mal-être que l'on connaît plus globalement parce qu'on se rend compte que dans ce système où on consomme de plus en plus, où on crée de plus en plus de concurrence, les gens sont écrasés par cette logique de marché pur et dur. Et ce qui est au cœur aujourd'hui des préoccupations, c'est la facture d'énergie, le gaz, l'électricité, le mazout, le pellet, le carburant. Pour beaucoup, aujourd'hui, cette facture est devenue impayable. Qu'est-ce qu'on fait à court terme ? À court terme, on se rend compte que fondamentalement, les Belges, les personnes, les associations, les entreprises, les petites entreprises, parce que quand on dit entreprise, ce n'est pas quelqu'un au 23e étage d'une tour, c'est la personne qui a le petit indépendant, qui a son magasin avec ses frigos. Il est impossible dans un marché d'avoir un prix d'un bien aussi fondamental pour s'éclairer, se chauffer ou fonctionner qui passe de 25 € à 300 € en quelques semaines. C'est juste impossible, le marché ne peut pas s'adapter, les gens ne peuvent pas s'adapter. Et donc il est fondamental de fixer un prix stratégique, que l'on veut fixer nous à 100 €, qui ne peut pas être aussi élevé, donc qui permet aux gens, qui poussera quand même à s'adapter, mais qui est stratégique et qui est compensé par l'État. Et l'État doit prendre la différence, il doit protéger les gens face à ce changement qui est beaucoup trop brutal et se découpler du marché. Si on fixe le prix à 100 € face aux 300 € qu'on a connus fin du mois d'août, on divise la facture des ménages par 2 ou par 3. Et ça, c'est fondamental. On peut le faire tout de suite. Parce que ce que certains ont dit, c'est qu'il fallait attendre l'Europe. On voit déjà maintenant qu'on commence à dire non, on peut quand même faire certaines choses. Non. On a déjà perdu trop de temps. Si l'Europe n'agit pas, le gouvernement belge doit agir et doit agir directement, parce que les conséquences seront beaucoup trop graves sinon. Mais justement, on a l'impression que cette crise, elle nous tombe un peu dessus subitement suite à la guerre en Ukraine, mais est-ce qu'elle n'était pas prévisible ? Je pense que cette crise était tout sauf imprévisible. La réalité, c'est qu'on pouvait la voir venir. On a couplé, on a fait une erreur qui était une erreur idéologique de donner au marché et au tout au marché l'énergie qui est un bien de première nécessité et un bien essentiel. Le marché n'est pas adapté à ce type de bien où normalement, si on reprend nos cours d'économie, l'offre et la demande doivent s'équilibrer par le prix. Ça suppose qu'on soit capable d'adapter et l'offre et la demande. Parce que si le prix est fixé tous les jours, alors que la demande et l'offre ne peuvent s'adapter qu'à moyen terme, on ne peut pas isoler sa maison en 2 jours, et l'offre, on ne peut pas aller chercher des nouveaux gisements de gaz en 2 jours. Et donc en fait, on a un dysfonctionnement entre un marché qui travaille au jour le jour, qui spécule au jour le jour,
et des citoyens qui n'ont aucune élasticité et qui donc doivent subir un prix qui est complètement hors sol, hors réalité, impossible à faire face. Vous parlez d'État stratège. Qu'est-ce que vous entendez par là et surtout quel devrait être le rôle de l'État pour surmonter cette crise et aussi pour prévenir les prochaines? Mais je pense que si l'État ne joue pas son rôle d'arbitre, qui ne définit pas les règles pour que le marché fonctionne correctement, on va droit et on continuera à connaître ce genre de situation. Vous savez, quand l'énergie, quand on arrive au bout d'une énergie, quand elle devient rare, la seule chose dont on est sûr, c'est que le prix va convulser de manière rapide et va passer de manière rapide d'un prix bas à un prix élevé. Il va revenir peut-être à un prix bas. On l'a déjà vu, on l'a déjà connu, on l'a déjà vu avec le pétrole à l'époque. Il est fondamental que dans ce genre de situation-là, comme dans d'autres, l'État définisse les règles du jeu, donne de la stabilité, de la perspective. Moi, je ne suis pas du tout contre le marché. Je dis juste que pour qu'un marché fonctionne, il faut que les règles soient claires, que les entreprises puissent avoir une perspective, puissent travailler en fonction d'un objectif. Et c'est vrai face aux crises quand le prix explose, mais c'est vrai aussi quand le prix est peut-être trop bas. Parce qu'à un moment donné, peut-être que si l'énergie, on ne la paye pas et qu'on vide les réserves et qu'on n'en laisse aucune pour les générations suivantes, peut-être que le prix est trop bas, qu'on consomme trop et qu'on n'est pas poussé à la transition. L'État doit faire en sorte que notre système social, que notre modèle social soit protégé, soit défendu et transitionne vers un monde plus pérenne et plus harmonieux. Et ça, fondamentalement, ce n'est qu'en mettant des règles, des modes de fonctionnement qu'on pourra y arriver. Donc il faut changer radicalement notre façon de produire et de consommer de l'énergie. Que proposent les engagés concrètement? Mais concrètement, je pense qu'il faut d'abord être très pragmatique, très objectif, très scientifique. Il faut regarder les chiffres. Aujourd'hui, il est faux de dire, comme certains libéraux le disent, qu'on pourra faire face demain à zéro carbone et aux objectifs qui ont été définis à Paris pour limiter le réchauffement climatique sans faire de la décroissance énergétique. C'est simplement faux. On doit diminuer notre consommation énergétique. Et c'est peut-être pas si scandaleux ou si grave de diminuer notre consommation énergétique. Le plus important par rapport à ça, c'est d'avoir une stratégie, comme on le disait, par exemple en isolation, mais c'est aussi d'arrêter l'effet rebond. Aujourd'hui, si nos voitures pesaient encore autant avec des nouvelles technologies, mais autant qu'une 2 chevaux, on diminuerait notre consommation au niveau des transports de près de 50%. Je ne pense pas que les gens étaient malheureux quand ils roulaient en 2 chevaux. Il y a moyen de rouler en 2 chevaux carbone, avec en plus une bonne stéréo, mais dans une voiture qui pèse 600 kg plutôt que 2,5 tonnes. On n'a pas besoin de cet effet rebond-là. Donc il est faux de dire qu'on n'a pas besoin de décroissance énergétique, on a besoin de décroissance énergétique, et nous proposons de diminuer notre consommation de 25%. Donc réduire notre consommation de 25%, ça c'est la première étape, mais ensuite on fait quoi? Le reste, les 75%, c'est du renouvelable? Non, je pense qu'il faut de nouveau revenir vraiment aux chiffres et à la réalité. Aujourd'hui, notre consommation énergétique, c'est 81% d'énergie fossile. C'est 4,5% d'énergie renouvelable, d'électricité renouvelable, éolien, photovoltaïque et hydraulique. En Belgique, on n'a pas beaucoup d'hydraulique. 81%, 4,5%. Penser et dire que ces 4,5% d'électricité renouvelable pourront compenser 81% d'énergie fossile, ce n'est juste pas vrai et ce n'est même pas souhaitable. Ça supposerait que les terres agricoles aujourd'hui devraient être transformées en champs photovoltaïques partout, qu'on aurait des éoliennes partout, et ça supposerait aussi qu'on puisse faire des éoliennes avec du vent et des panneaux photovoltaïques avec du soleil. Ce n'est pas la réalité. On a besoin de métaux rares, de cuivre, d'aluminium, pour pouvoir faire ces supports qui sont très riches. On veut aller beaucoup plus loin que les 4% ou les 4,5% aujourd'hui d'électricité renouvelable. On veut aller à 25%. On veut faire x5. Aller au-delà de ça ne nous semble ni réaliste, ni même bon pour la planète, ni même correct par rapport aux autres limites qui ne sont pas que le carbone, mais qui sont aussi les métaux rares et les matières précieuses. Donc faire x5 au niveau des énergies, d'électricité renouvelable. Très bien, et donc si on reste toujours dans ces chiffres, on réduit notre consommation, on utilise plus d'énergie, d'électricité renouvelable, on arriverait donc à 50% de nos besoins. Il manque encore la moitié. On la trouve où, cette énergie ? Alors, il y a encore d'autres ressources. Il y a la chaleur neutre, biomasse, biogaz. Aujourd'hui, ça représente 5%. Je vous ai dit 81% d'énergie fossile, 4,5% d'électricité renouvelable, 5% de biogaz, biomasse. Nous pensons que nous pouvons encore doubler ces aspects-là. Nous défendons cette approche de consommer quelque part, mais consommer principalement des déchets. Par contre, nous ne sommes pas pour transformer notre agriculture pour créer de l'énergie. Et donc, il y a une limite. C'est principalement vers les déchets, la combustion de déchets qui peut être utilisée pour la biomasse, du biogaz, mais il ne faut pas aller au-delà. Et donc, aller au-delà de 10% de biomasse et de biogaz ne nous semble pas réaliste ni bon pour la planète, parce qu'on commencerait à abattre des forêts pour créer des champs qu'on va brûler.
ce qui n'est pas le but. Alors, on a 10%. Ensuite, on a encore 10% de nouvelles technologies qui sont principalement liées à l'hydrogène. On est convaincu que l'hydrogène doit jouer absolument un rôle fondamental dans notre mix énergétique. Cependant, il faut être conscient que l'hydrogène n'a de sens que si c'est de l'hydrogène vert, produite à partir d'énergies renouvelables, et on bénéficie quelque part de la force principale de l'hydrogène, qui est sa capacité à stocker de l'énergie, et la stocker de manière neutre au niveau carbone, et de pouvoir être utilisée par après. Et c'est vrai qu'il y a des entreprises, par exemple, qui ne pourront pas fonctionner avec de l'électricité pure et dure, et ils auront besoin de supports de ce type-là. Mais l'hydrogène n'est pas une manière de créer de l'énergie qui était très efficace, parce qu'il faut 3 fois plus d'énergie que pour 300 MWh d'énergie pour créer 100 MWh d'énergie hydrogène. Et donc l'hydrogène doit être utilisé dans certains aspects spécifiques, des transports lourds par exemple, ou certaines industries. Donc ça, on pense que logiquement ou concrètement, on pourrait arriver à 10% de notre consommation qui serait liée à l'hydrogène. Il reste 5% de notre activité, des activités où il ne sera pas possible de supprimer complètement le rejet de CO2. Et donc par rapport à ça, notre conviction, c'est qu'on peut utiliser de la capture de ce carbone et le remettre dans la terre, d'où il vient quelque part, le réenfouir ce carbone pour le remettre dans le sol où il était au départ et où on a été le chercher, ou compenser en créant à l'extérieur de notre pays, parce que c'est vrai qu'on a un pays avec une densité de population importante, de la compensation en créant des forêts par ailleurs. Donc ça, c'est pour ces derniers 5% sur lesquels on ne pourra pas supprimer dans certaines industries, plutôt que les délocaliser et se voiler la face. Je préfère qu'on les garde ici et qu'on les traite correctement avec des capacités supplémentaires. Alors sur cette dernière partie de la captation de carbone, peut-être qu'on arrivera à trouver des nouvelles technologies bien meilleures qui nous permettront d'aller au-delà de ça, mais aujourd'hui elles ne sont pas là et je pense que ça serait irresponsable de se baser sur des chimères de demain. Aujourd'hui, on doit commencer à agir, on doit se prendre en main et les nouvelles technologies pourront peut-être nous faciliter la vie et peut-être qu'on pourra faire plus de captation de carbone, tant mieux. Ça nous permettra de compenser si jamais on n'y arrive pas dans les autres points. Mais aujourd'hui, partir de plus que 5% à ce niveau-là ne me semble pas réaliste. Donc si je vous suis bien, il restera encore 25%. Oui, il reste encore 25% et certains nous ont fait croire qu'on allait pouvoir importer ces 25% venant de l'extérieur et que par miracle, cette énergie qu'on allait importer de l'extérieur serait de l'énergie verte et décarbonée. C'est faux, c'est archi faux, et je pense que ce n'est pas responsable pour notre pays de ne pas avoir, et on le voit encore avec la guerre en Ukraine, l'autonomie énergétique suffisante. Et donc ces 25%, c'est 25% d'énergie nucléaire. Aujourd'hui, il est faux de croire, comme certains écologistes semblent s'accrocher à vouloir le dire d'un point de vue purement dogmatique, il est faux de croire qu'on arrivera à zéro carbone sans investir, et investir de manière intelligente et dès aujourd'hui, non seulement dans le maintien du nucléaire actuel, mais dans des nouvelles centrales, de nouvelles technologies au niveau nucléaire. Nous aurons besoin de 25% d'énergie nucléaire en Belgique en 2050. Sans cela, on n'arrive pas à couvrir notre besoin. Et ce qu'on fera, c'est importer peut-être, s'ils veulent bien, s'ils en ont assez, de l'énergie nucléaire française ou peut-être de l'énergie au gaz allemande, ce qui n'a strictement aucun sens. C'est se voiler la face, c'est être dogmatique. Nous, on veut être pragmatique. Je ne rêve pas de nucléaire, mais aujourd'hui, il est intellectuellement faux de dire qu'on peut s'en sortir sans le nucléaire. Pour conclure, Yvan Verhoekstraat, aujourd'hui, vous êtes plutôt pessimiste ou optimiste et quel est votre message politique ? Je pense que la question clé n'est pas pessimiste, optimiste. Notre devoir, c'est d'être activiste. On a besoin d'être tous activistes. Et moi, si j'ai décidé de quitter le monde de l'entreprise et de m'engager en politique, c'est vraiment fondamentalement pour ça. C'est parce que je pense notre génération est face à une responsabilité énorme. Et la question est de savoir si on va être à la hauteur de cette responsabilité. Dans l'histoire de l'humanité, quand on a connu des changements aussi importants de paradigmes sociétaux, de modèles économiques, ça s'est toujours passé par une guerre ou une révolution. Et moi, mon rêve le plus cher pour mes enfants, mais pour tous les enfants du monde, c'est quelque part qu'on arrive à le faire de manière raisonnable, raisonnée, et pour ça, on a besoin de toutes les forces vives. On a besoin d'hommes d'État qui arrêtent de se batailler, qui arrêtent de stigmatiser, qui arrêtent de polariser, parce que c'est un autre danger. On sait que dans ce type de situation-là, ce sont les populismes qui émergent, et on sait comment l'histoire se termine dans ces cas-là. Donc aujourd'hui, activiste et 100% activiste. Merci Yvan Verhoekstraat. Merci beaucoup.